Dans le communiqué du procureur de Togo, c'est que le Togo reconnaît que la police béninoise n'a pas fait irruption sur son territoire pour procéder à une quelconque interpellation. Autrement dit, la police togolaise a déjà saisi la police béninoise pour que ceux dont les mandats d'arrêt ont été émis contre soient interpellés. Donc nous allons suivre le dossier. L'autre aspect du dossier, c'est quoi? C'est que les avocats, puisque c'est un collègue d'avocats pour Frère Rouvi, les avocats de Frère Rouvi nous ont dit désormais que Frère Rouvi n'est pas Steve Amoussou. Et ça donne matière à réflexion parce que ce sont les mêmes avocats qui nous avaient dit que leur client Steve Amoussou, que c'est lui qui est alias Frère Rouvi, et Matteo Rodriguez qui est aux États-Unis a reconnu que Frère Rouvi a été interpellé, que c'est lui d'ailleurs qui a alerté toute l'opinion nationale et internationale. C'est Steve Amoussou qui est Frère Rouvi, a-t-il déclaré en ce temps. Le parti les démocrates ont dit de façon solennelle qu'ils ont interpellé Steve Amoussou alias Frère Rouvi. Donc tout le monde, tous ceux-là qui avaient interpellé l'opinion nationale et internationale de ce que Steve Amoussou alias Frère Rouvi a été interpellé, tous ceux-là maintenant reviennent sur leurs propos pour nous faire croire que ce Steve Amoussou n'est pas Frère Rouvi. Donc, c'est pour dire peut-être quoi? C'est pour dire que, bon, vous savez, en matière de droit, il faut des preuves. C'est pour dire qu'il y a peut-être deux personnalités ou deux personnes, deux personnages, je veux dire, il y a deux personnages, c'est-à-dire il y a Frère Rouvi à part et il y a Steve Amoussou à part. Mais une chose est certaine, depuis 2 semaines, nous n'entendons plus la belle voix, la voix de Frère Rouvi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on veut nous casser quelque chose? C'est la grosse préoccupation. Il faut gérer ce dossier avec tact. Il faut que les avocats de Steve Amoussou se revoient très rapidement pour mieux préparer sa défense, parce que c'est un dossier rocambolesque, c'est un dossier qui donne matière à réflexion. Il faut montrer et soutenir que effectivement Steve Amoussou n'est pas Frère Rouvi. Seulement que, je continue de le dire, depuis que M. Steve Amoussou a été interpellé, nous n'entendons plus les chroniques du Frère Rouvi. Cette belle voix qui est appréciée de tous les Béninois, cette voix acerbe contre le régime de la rupture, cette voix soutenue fortement par l'opposition, cette voix qui dénonce beaucoup de choses, même s'il s'agit de dénonciations calomnieuses, cette voix qui séduit plus d'un, tant négativement que positivement, je pense que nous n'entendons plus cette voix depuis 2 semaines et ça donne matière à réflexion. Une session de l'Assemblée consultative est l'occasion pour ses membres de faire le bilan de l'état du système éducatif national, de discuter des enjeux et des perspectives qu'il expose. Même son pouvoir consultatif, même avec ce pouvoir consultatif, ses opinions, ses avis et recommandations seront fort utiles au développement du CNE et au développement du système éducatif national. Je voudrais, pour la circonstance et au nom du président de la République, vous féliciter pour votre désignation d'abord et pour votre nomination ensuite en qualité de membre de l'Assemblée consultative, ce qui est une marque de grande confiance placée en vous, qui impose par ailleurs engagement et dévouement pour un système éducatif performant et compétitif au plan international. Il nous a été recommandé de retenir un thème concernant ces ressources humaines pour la 2e édition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour traiter de la problématique des ressources humaines
en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Plus spécifiquement, il s'agira d'identifier les facteurs facilitant une production en quantité et en qualité des ressources humaines en santé, de discuter des nombreux problèmes de gestion des ressources humaines qui se posent dans les hôpitaux du Bénin, de faire un état des lieux de la démotivation et de la fuite des ressources humaines en santé dans les hôpitaux du Bénin. Il est depuis longtemps établi que les systèmes de santé ne peuvent fonctionner sans ressources humaines qualifiées et que l'amélioration de la couverture des services de santé ainsi que la concrétisation du droit à la santé pour tous dépend de la présence, l'accessibilité, de l'acceptabilité et de la qualité de ces ressources humaines. Au nombre des actions menées, on peut citer l'appui apporté aux écoles de formation pour la réhabilitation des infrastructures, l'équipement et l'octroi de bourses de formation aux enseignants, tout comme aux employeurs, un personnel bien formé, motivé et épanoui reste en effet la clé d'un système de santé performant et résilient. Nous pouvons également citer le recrutement de plus de 1600 agents en 2021 et récemment encore en 2024, près de 200 médecins généralistes, 100 infirmiers et 100 sages-femmes ont été recrutés dans le cadre du programme Combler les écarts. Par ailleurs, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, de nouveaux recrutements sont en cours de préparation et seront effectifs à la fin de cette année. Les régions jadis pacifiques connaissent des troubles, des crises, des conflits. La défense du territoire, la défense des intérêts vitaux nationaux reprennent l'attention chez les stratèges. En conséquence, la formation des officiers meneurs d'hommes au combat devient péremptoire. Monsieur le ministre, la formation des jeunes officiers, chefs section, à l'École nationale des officiers de Tofor dure 2 années académiques intercalées par un séjour de 8 semaines dans l'opération Mirador, opération de lutte contre le terrorisme dans les départements du septentrion du Bénin. Je m'en voudrais de ne pas insister sur un point, celui de votre mobilisation permanente, celui de votre veille quotidienne, de votre engagement sans faille. Car l'essentiel de votre réussite réside peut-être là, dans cette disponibilité de tous les instants au service de votre chère patrie. Cela résonne encore plus fort quand on sait que votre promotion porte un nom qui inspire le courage et l'héroïsme. Comme vous le savez, le lieutenant Calvin Nda est tombé sur le champ d'honneur le 8 mars 2022 dans le nord du Bénin, en faisant don de sa vie pour sa nation, pour la paix et la quiétude des populations. Cet officier valeureux qui n'a pas reculé face aux rebelles vous inspirera chaque jour afin de servir sous le drapeau avec conviction et détermination. Et s'il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Depuis déjà 1 mois, on est en train et on sera en train jusqu'au jour où on fera le parcours rituel. On sait que la sortie des tambours sacrés, le lendemain, faire le parcours rituel, on se prépare acharnement là-dessus. Et au retour du parcours, on va passer devant les tambours sacrés pour finir la journée du 14. Le lendemain, 15, le dimanche, c'est la caille ici. C'est encore un grand jour. C'est le jour où ceux-là font allégeance à l'empereur. On est en train de se préparer là-dessus parce qu'on doit les appeler un à un, ou par dynastie, ou par région. Ça là, on ne fera qu'applaudir et remercier très sincèrement les membres du gouvernement, à la tête le président Patrick Talon, qui est en train de fournir cet effort. Le goudron était là, mais tout est cassé. Mais avec ces travaux, Niki serait davantage plus belle. Et ce n'est pas fini. Notre palais, d'où nous venons de sortir, a été réfectionné. C'est beaucoup plus joli qu'avant. C'est pour valoriser la culture. Bâtonnou est beau. Je le remercie beaucoup. Et la cour impériale le remercie. Que Dieu nous prête vie et santé pour atteindre le but qu'il poursuit pour le changement de Niki dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e séance. Nous nous réunissons pour réfléchir comment faire pour que la Gani porte un éclat
très réjouissant. Le mercredi dernier, nous nous sommes donné rendez-vous avec les membres représentants de la Cour royale, les guides de tourisme de la ville, les cadres communaux, et le cap est donné pour que nous puissions inviter aussi bien le commissaire central de la police républicaine de Niki, le chef du détachement militaire de Niki et d'autres acteurs. Nous avons demandé au chef quartier de bien vouloir collaborer pour nous sortir le répertoire des puits, aussi bien à grand diamètre que les puits des ménages, qu'on puisse les recenser et solliciter le concours du médecin coordonnateur de la zone sanitaire Kalale Perere Niki afin de contribuer au traitement de ces puits. Au moins 6 personnes ont péri dans des inondations survenues dans le nord du Nigeria. 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans 11 communautés. Les autorités de l'État d'Adamawa redoutent que les pluies diluviennes ne provoquent de nouvelles inondations en faisant sortir la rivière Benue de son lit alors que la saison des pluies n'a pas encore atteint son apogée. En raison du changement climatique et de nombreux autres facteurs, les inondations sont arrivées plus tôt que prévu et ont pris de nombreux habitants au dépourvu. Nous avons constaté de très importants dégâts dans les habitations. Cela signifie que ces gens devront faire face aux éléments, au froid et au soleil. Le gouvernement de l'État a reconnu mercredi que les inondations n'étaient peut-être pas pires que les années précédentes, mais il a exhorté les habitants des zones basses le long de la rivière Benue à se rendre dans l'un des 8 camps de déplacés internes mis en place en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des urgences. 10 000 doses du vaccin Jynneos sont arrivées à Abuja mardi, réceptionnées par plusieurs officiels dont le directeur de l'Agence nigériane de développement des soins de santé primaire, Dr Muyi Ena. Le pays a enregistré des cas de Mpox dans 10 États et ces vaccins, dont du gouvernement américain, seront en priorité mis à disposition des patients dans 5 États où le taux de morbidité est le plus élevé. La cérémonie de remise qui a lieu aujourd'hui représente bien plus qu'une simple distribution de vaccins. Elle incarne la force de la collaboration internationale pour surmonter les défis de santé, qu'ils soient globaux, locaux. Nous savons qu'il n'y a pas assez de stock. En fait, nous recevons 10 000 doses parmi les 200 000 disponibles dans le monde entier. Le vaccin Jynneos est indiqué dans la prévention de la variole humaine et le Mpox chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L'ambassadeur Richard Miles explique le choix du Nigeria. Le gouvernement nigérien a effectivement mis en place un plan stratégique de vaccination pour s'assurer que ces vaccins soient utilisés de manière efficace et ce don de 10 000 doses soit maximisé. Ce plan est précisément la raison pour laquelle le Nigeria a été sélectionné pour recevoir le premier lot de vaccins. Nous resterons engagés aux côtés du Nigeria dans ses efforts pour enrayer la propagation de la variole du singe. Outre le Nigeria, des vaccins promis par les États-Unis et l'Alliance vaccinale Gavi sont toujours attendus en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Au Burkina Faso, l'État a nationalisé les mines d'or de Boungou et Wagnon après un conflit juridique entre les sociétés minières Endeavour Mining et Lilium Mining. Lundi, des conventions ont été signées entre le ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo, et les 2 entreprises pour finaliser cet accord. En juin 2023, Endeavour Mining avait vendu ses parts dans ces 2 mines à Lilium Mining, dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Simon Thiemtore. Cependant, quelques mois plus tard, Endeavour accusait Lilium de ne pas respecter ses échéances de paiement et avait saisi la justice. Pour régler ce différend, l'État burkinabé a racheté les mines, concluant 3 accords avec Endeavour pour un montant d'environ 90 millions de dollars, incluant des paiements et des redevances sur 400 000 onces de production d'or. Dans une banlieue en pleine effervescence de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire suscite l'enthousiasme, un restaurant où la technologie et la gastronomie fusionnent. Le Robot Café, premier du genre en Afrique de l'Est, fait appel à des robots pour assister le personnel. Gladys, serveuse, décrit l'influence de ses collègues androïdes Nadia et Claire sur la dynamique du restaurant. Nous sommes parfois très occupés, surtout le week-end.
Et lorsque le restaurant est bondé, nous avons 10 serveurs et 3 robots. Ces robots sont nos collègues, ils ont des noms, ils nous aident à assurer le service et leur travail est parfait. Les clients commandent en ligne via un QR code et une fois la nourriture prête, un robot, après avoir reçu les instructions sur une tablette, la livre directement à leur table. Séduits par cette innovation, les visiteurs affluent pour découvrir cette nouvelle manière de se restaurer. Je peux dire que c'est quelque chose d'unique au Kenya. Je n'ai jamais vu de restaurant comme celui-ci. Honnêtement, je pense que c'est une excellente idée de la part du propriétaire de cet établissement. L'introduction des robots soulève cependant des interrogations sur leur impact potentiel sur l'emploi, notamment dans un pays où le chômage des jeunes reste un défi. John Kariuki, le manager du café, reste rassurant sur l'équilibre entre technologie et emploi humain. Les robots ne peuvent pas fonctionner pleinement dans tous les aspects du service sans l'intervention humaine. Nous pensons que les clients méritent d'accéder à la technologie disponible dans les pays développés. Il faut découvrir des expériences nouvelles. Nous avons donc intégré ces robots principalement pour le divertissement. C'est ce que veulent nos clients. Pour lui, les robots ne remplacent pas les humains, ils symbolisent un avenir où innovation et tradition coexistent harmonieusement. Les serveurs robots sont déjà en service dans des pays comme la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Après le pacte conclu avec la Mauritanie, l'Espagne a réussi à signer une série d'accords de partenariat avec la Gambie pour contrôler l'immigration illégale vers les îles Canaries. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez propose aux Gambiens des alternatives de migration légales et sûres. Je suis un fervent défenseur de l'immigration régulière. Elle ouvre des perspectives de prospérité, de développement économique et culturel. Elle est bénéfique à la fois pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil. L'immigration régulière est d'autant plus importante qu'elle représente une opportunité de formation, d'acquisition d'expérience pour ces personnes, afin qu'elles puissent continuer à évoluer pleinement au sein de leur société, ici, dans leur pays d'origine. La visite de Sánchez en Gambie fait partie d'une tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest, au cours de laquelle il espère renforcer les relations bilatérales avec la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, principaux points de départ des migrants qui tentent d'atteindre les îles Canaries, où, selon le ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 22 000 personnes sont arrivées depuis janvier. En Afrique du Sud, 6 entreprises publiques sont dans le collimateur de la justice. Parmi elles, Eskom, la compagnie de la loterie South African Airways, la compagnie Prasa et la société portuaire et ferroviaire Transnet. Pour cette dernière, le préjudice porterait sur un montant de 4 milliards de dollars perdus dans l'attribution de contrats frauduleux et de détournement de fonds. Le président Cyril Ramaphosa a signé vendredi le décret autorisant l'unité nationale d'investigation à enquêter sur ces actes de mauvaise gouvernance. Quant à Eskom, déjà au cœur de scandales de corruption à répétition depuis des années, l'entreprise est épinglée pour sa mauvaise gestion financière et l'influence des politiques dans la signature de certains contrats. Les enquêteurs vont passer au peigne fin 270 contrats d'une valeur de 2,2 milliards de dollars. L'enquête de l'unité nationale d'investigation a déjà permis de saisir une propriété de l'ex-président de la compagnie de loterie. Il aurait détourné des fonds réservés aux athlètes handicapés. Face à la montée de la grogne au sein de l'unité kenyane en Haïti, l'ambassadrice des États-Unis à Nairobi rassure, les policiers kenyans devraient recevoir leurs indemnités cette semaine. Meg Whitman s'est excusée pour le retard enregistré dans le déblocage des fonds. Washington est le plus gros bailleur de fonds de cette mission multinationale soutenue par l'ONU. Son secrétaire général Anthony Blinken avait annoncé plus de 300 millions de dollars pour soutenir la mission. Cette somme doit en principe couvrir la rémunération des policiers déployés sur le terrain. À Nairobi, plusieurs proches des officiers avaient fait des révélations dans la presse locale, poussant l'inspecteur général de la police par intérim Gilbert Massingeli à réagir à son tour. Il a confirmé le paiement des salaires cette semaine. En attendant, côté sécuritaire, rien ne s'améliore à Port-au-Prince et dans ses provinces. Les gangs contrôlent des pans importants de la capitale.
Les policiers kenyans attendent toujours des moyens militaires conséquents pour reprendre Port-au-Prince. Ce mercredi, le pape François a adressé un message fort sur l'indifférence qui entoure la condition des migrants du monde entier. Durant son audience hebdomadaire place Saint-Pierre au Vatican, il a fustigé ceux qui ignorent la détresse des migrants, contraints de risquer leur vie en traversant mer et désert pour échapper aux persécutions. J'ai souvent parlé de la Méditerranée car je suis un évêque de Rome et car elle est emblématique. La Mare Nostrum, lieu de communication entre les peuples et les civilisations, est devenue aujourd'hui un cimetière. Et le drame, c'est que beaucoup, voire la plupart de ces morts, auraient pu être sauvés. Nous devons le dire clairement, il y a ceux qui travaillent systématiquement et par tous les moyens à repousser et chasser les migrants. Et lorsque cela est fait de manière consciencieuse et responsable, c'est un péché grave. Le souverain pontife continue de dénoncer une indifférence qu'il considère comme une faute morale. Il appelle chacun à agir avec compassion pour sauver des vies et protéger la dignité humaine. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a accusé lundi le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, de complicité dans l'effusion de sang à Gaza. Josep Borrell apoya. Josep Borrell soutient l'Holocauste palestinien et le massacre de Gaza. Il est complice du massacre de Gaza. Maintenant, il pointe ses fusils et ses canons vers le Venezuela. Apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. L'UE estime que les registres de vote disponibles montrent la victoire du leader de l'opposition Edmundo González Urrutia au scrutin présidentiel que Maduro prétend avoir emporté. Et le président vénézuélien a réagi lors d'une réunion des pays de l'ALBA, un bloc de gauche dans les Amériques. Ce n'est pas seulement l'Union européenne qui a fait de fortes indications que le décompte final du vote des élections présidentielles ne correspond pas vraiment à ce que les autorités ont annoncé. C'est aussi le rapport de l'ONU qui le dit. Entre-temps, la principale coalition d'opposition a accusé Maduro d'avoir tenté de voler le scrutin. Les autorités ont demandé à plusieurs reprises à M. Maduro de publier les feuilles de décompte officielles de l'élection, considérées comme le seul décompte vérifiable des voix au Venezuela, car elles sont pratiquement impossibles à reproduire. Aux îles Tonga, les dirigeants des nations réunies au Forum des îles du Pacifique se sont accordés sur un partenariat policier commun, considéré comme une tentative de limiter le rôle de la Chine en matière de sécurité dans la région. Un nouveau partenariat avec l'Australie prévoit la création de plusieurs centres régionaux de formation policière et la mise en place d'une force multinationale de réaction aux crises. Les Tonga, comme de nombreux membres étrangers, pensent qu'il est vraiment important d'avoir une initiative conduite par le Pacifique et propre au Pacifique qui renforce l'architecture de sécurité régionale existante. Ce matin, en examinant cette initiative, les dirigeants ont reconnu l'importance de garantir une approche contextualisée et adaptée aux besoins spécifiques de nos membres en matière de maintien de l'ordre. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a obtenu le soutien de la région pour l'initiative de la police du Pacifique. L'Australie a déjà mené des missions de maintien de la paix aux îles Salomon et a assuré la formation d'agents à Nauru, aux Fidji ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nos voisins du Pacifique sont solidaires et s'entraident en cas de besoin. La mise en place de l'initiative de la police du Pacifique est une bonne chose. C'était l'un des principaux objectifs de cette réunion. Cela prouve que les dirigeants du Pacifique travaillent ensemble pour façonner l'avenir auquel nous aspirons. Plus de 1500 délégués venus d'une quarantaine de pays prennent part cette année à la réunion des États membres du Pacifique, avec l'ambition commune de promouvoir leurs programmes dans une région où les océans, les ressources naturelles et l'influence stratégique sont de plus en plus disputés.